Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine particulière marquée par la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Était-ce une démission surprise? Que pourrait-il se passer ensuite? Nos analystes se prononceront. Autre actualité non moins importante, le rendez-vous donné par le président de la République aux Ivoiriens. Alassane Ouattara, vous le savez, dressera l'état de la nation dans 48 heures devant le Congrès ivoirien. Sur fond d'analyse prospective, quelles peuvent être les grandes articulations ou annonces du président Ouattara? Enfin, on parlera évidemment sport avec cette élection qui continue de cristalliser presque toutes les attentions. 4 candidatures ont été retenues pour briguer la présidence de la FIF, sauf qu'une clause dite enquête de moralité post-élection fait couler beaucoup d'encre. On en parle aussi avec nos analyses. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau pour en parler, quelqu'un qui a fait ses humanités. Bamba Alex Souleyman, journaliste, patron de presse, expert, consultant en stratégie. Il est accompagné des autres inconditionnels de cette émission. Franck-Stéphane Dedi, consultant international en stratégie et finance. Aristide Nkenda, journaliste éditorialiste, qui, on l'espère, a connecté ses batteries matérielles et immatérielles ce soir. Professeur Simplice Dion, écrivain, l'enseignant de philosophie qui nous fait l'honneur d'être là. Landry Couillot, le juriste. Enfin, Alafé Wakili, journaliste, directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Bonsoir, messieurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Patrick Hachi a présenté donc sa démission et celle de son gouvernement mercredi, une démission acceptée par le président Alassane Ouattara. Il a rendu hommage à son Premier ministre démissionnaire et annonce un nouveau gouvernement de la semaine prochaine. On suit ensemble les précisions de Pierre-Di Pomelin et on fait le point juste après. Fin du gouvernement Patrick Hachi. À l'entame du Conseil des ministres, le Premier ministre Jérôme Patrick Hachi a fait un point général de son action à la tête du gouvernement, marqué entre autres par une gestion maîtrisée de la Covid-19, la situation sécuritaire dans le nord du pays et l'inflation mondiale, aggravée par la guerre en Ukraine, avant de rendre sa démission au président de la République Alassane Ouattara. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à nouveau à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. Le président de la République Alassane Ouattara a accepté sa démission. Il a félicité son collaborateur pour le travail abattu à la tête du gouvernement et a promis la semaine prochaine la nomination d'un Premier ministre qui lui proposera une équipe gouvernementale plus restreinte. Grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Patrick Hachi a été nommé Premier ministre chef du gouvernement le 26 mars 2021. Il a succédé à feu Ahmed Bakayoko, décédé quelques jours avant. Cette démission intervient une semaine avant le congrès du 19 avril prochain à Yamoussoukro, où le président Alassane Ouattara sera face aux 2 chambres du Parlement ivoirien pour son adresse sur l'état de la nation. Monsieur, était-ce une décision attendue, une démission à laquelle vous vous attendiez, Bamba Alex Souleyman? Oui, bonsoir à tous. Bon, s'y attendre n'est pas s'y attendre. On relèverait, je dirais, des Nostradamus, puisque personne ne peut présumer ni préjuger de ce qu'un président de la République pense-t-il à un moment ou à un autre, surtout dans un contexte aussi particulier.
Mais il est le chef de l'exécutif. J'allais dire, il a les pleins pouvoirs. Il peut décider du moment opportun, selon qu'il lui plaise, en fonction de la lecture qu'il a de la situation de la nation et des relations particulières qu'il entretient avec, j'allais dire, l'ensemble des forces sociales qui lui permettent d'écouter le murmure du peuple et d'agir esqualité, de décider comme il l'a fait. Peut-être sans doute, c'est pas souvent qu'en plein conseil des ministres qu'une telle annonce est faite. Évidemment, toute l'équipe a été transie. Bon, c'est ça aussi l'impact psychologique. Et puis les politiques doivent s'y attendre, c'est tout à fait normal. Et ça relève de la prérogative du chef d'État. Très bien. À la fin. Bon, il faut dire que ce gouvernement a eu 1 an, il y a juste une semaine. Ce n'était pas évident, puisque depuis 6 mois, des rumeurs dans les couloirs, d'aucuns, jouant les experts, disaient que le gouvernement ne répondait pas aux attentes, comme s'il y avait eu un mauvais casting. Mais on a vu que finalement, les ministres ont fait 1 an, ce qui veut dire qu'ils ont pu tenir avec les résultats dont le chef de l'État a parlé. Maintenant, à partir de décembre, fin décembre, un changement a été annoncé et je crois que le meilleur tempo, qui est tout à fait normal, 12 mois après, il est possible de faire un réajustement, de regarder, de faire des bilans, de faire des analyses, des estimations. Maintenant, c'est le mode opératoire. On aurait pu penser que ça aurait été un réaménagement technique simple, mais on a constaté que le chef de l'État a voulu mettre ça dans un grand momentum républicain, avec son adresse devant le Congrès. Il y a toute une scénarisation qui donne des grands instants et des grands moments politiques et qui méritent aussi analyse par rapport au mode opératoire choisi. Landry Couillon, vous l'avez vu venir ou pas? On l'attendait, moi particulièrement. Il était indéniable que dans la démarche du chef de l'État, le besoin pour lui, après son élection le 31 octobre 2020, il y ait un gouvernement qui réponde bien sûr à son programme de gouvernement. Le concours des circonstances ont permis que certains restent jusqu'à présent. Mais il était nécessaire qu'après la réforme du parti dont il est le président, il y ait la nécessité de marquer le coup. Et comme disait M. Alafé Ouakili, cela intervient à un moment fort. On est dans un régime présidentiel et on est un président qui, dont son caractère, dont son profil, est quelqu'un de vraiment charismatique. Et il marque le coup, il cristallise l'attention de la nation sur sa décision, sur ce qu'il va faire. Il démontre ainsi qu'il est encore le maître du jeu. Et c'est lui qui décide du temps et du moment. Et ça, c'est important pour la confiance en interne comme en externe. Et c'est davantage très important d'un point de vue politique, dans le sens où on a un président de la République qu'on avait cru être largué, fatigué, mais qui nous démontre ici que pour le mandat qu'il a accepté de pouvoir exécuter au nom du peuple de Côte d'Ivoire, il est tout à fait au travail et qu'il fait ce qu'il y a lieu d'être fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous remarquerez que ce gouvernement tombe à la veille de son adresse, n'est-ce pas, devant le Congrès ivoirien, et c'est un moment qu'il a institutionnalisé depuis le 10 janvier 2017 et qui devient ainsi un rendez-vous dans la prise de parole du chef de l'État. On a désormais 3 discours phares. On a le discours du 6 août, on a celui du 31, on a désormais l'adresse du président devant le Congrès. Et ça, c'est important de le remarquer. Très bien. Professeur Dion? Le président de la République est le capitaine du navire. C'est lui qui a la vision. Et quand on a la vision, on met en branle une équipe à qui on donne des missions. L'objectif général est là. Il y a des objectifs spécifiques. Il avance avec son équipe. Et à un moment donné, il s'arrête, il évalue, il estime qu'il y a des gens avec qui il peut continuer. Il estime aussi qu'il y en a qui doivent aller ailleurs pour servir la nation. Mais c'est lui qui sait où il s'en va. Et donc, est-ce que nous sommes surpris? C'est une réponse de Normand qu'on peut donner. Oui et non. Oui, parce que par rapport au timing, on ne s'attendait pas à ce que ça soit maintenant. On avait annoncé cela un peu plus tôt. Son silence nous a laissé penser qu'il n'entendait pas vraiment tout ce qui se disait. Mais c'est un chef d'État, on l'a maintes fois répété, qui n'est pas distrait, qui est concentré sur ce qu'il fait, qui a des objectifs très clairs et qui sait où il s'en va.
Et je crois qu'il est dans sa démarche. Tout à l'heure, il a été dit qu'il aurait pu faire un remaniement. Réduire simplement le nombre des ministres et puis avancer. Mais il y a la démission du Premier ministre. Traditionnellement, on dit au Premier ministre, on vous reconduit et on vous donne une semaine, un exemple, pour former un gouvernement. Ici, il dit, je prends acte de la démission, je vais nommer un nouveau Premier ministre, ce qui n'exclut pas forcément que l'ancien soit reconduit, pas forcément. Et il dit, on va passer à 30 ministres. Donc, pour moi, à une trentaine de ministres. Donc, pour moi, couplé à ce qui va se passer le mardi, il est dans un schéma. Et je pense que ça ne sera pas aussi simple. Quelque chose de plus important s'annonce. Bien sûr. Et je crois que c'est toute une batterie de décisions, parce que finalement, à l'occasion de cette rencontre, il nous rappellera la direction qu'il est en train de nous faire suivre. Très bien. Aristide? Oui, professeur Dion l'a dit, le président de la République, c'est le maître, c'est lui qui décide, c'est lui qui a été élu. Mais je veux seulement m'en tenir aux faits. C'est le Premier ministre qui a remis sa démission. Et Ali vous posait la question de savoir s'il y a eu surprise. C'est bon parce qu'on sait que la presse est la fille aînée de la démocratie. C'est cela. Et que dans les journaux, on a annoncé que c'était plus à l'ordre du jour et que le gouvernement pourrait rester jusqu'à l'année prochaine. On a lu ça dans la presse. Et je crois que c'est ce qui marque la surprise. Vous avez bien vu que le président, lorsqu'il reçoit la démission du Premier ministre, le félicite et dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été réalisées, notamment les projets et les réformes. Et vous savez que dans le programme de gouvernement 2021, annoncé en mai 2021, le président avait consacré 2698 milliards de francs CFA pour 397 projets et 151 réformes. Et donc, ce projet de gouvernement était axé sur le développement du capital humain, la connexion digitale et l'accès aux services sociaux de base. Pourquoi je reviens sur ce projet de gouvernement? Parce que, je l'ai toujours dit, le président Ouattara, c'est une école. Mais c'est une école qui construit les hommes. Et vous voyez bien que lorsqu'il axe ce programme de gouvernement sur le développement du capital humain, c'est parce qu'il veut valoriser les talents et les potentiels, il veut améliorer la qualité de vie et surtout permettre aux uns et aux autres de réaliser leurs aspirations et leurs rêves. Parce que pour le président Ouattara, et nous l'avons dit, il pratique l'anthropo-gouvernance. Il met au centre de ses préoccupations gouvernementales et de son approche managériale la dimension humaine. C'est l'homme qui l'intéresse. Donc il veut construire les hommes. Et comme il est une école où on vous apprend à devenir leader par vous-même et qu'on vous découvrez au fur et à mesure, vous avez vu qu'il rappelle au Premier ministre que, compte tenu du contexte économique tendu, il veut faire en sorte qu'il y ait une résilience économique et sécuritaire. Et sur ce point, le président de la République, il est dans sa logique et je crois qu'on n'en dira jamais assez. C'est un leader porteur de sens. Franck Stéphane? Surprise, je dirais non, parce que, comme certains ont eu à le dire, le bruit circulait dans la presse depuis plusieurs mois déjà. Donc je pense que les esprits étaient peu ou prou apprêtés à ce que cela intervienne. Bien entendu, on n'a pas une boule de cristal pour déterminer à quel moment exact cela allait venir. Donc les esprits étaient déjà préparés. Après, moi, j'ai un sentiment de déception quand même qui m'anime. Parce qu'on a là l'un des gouvernements, en tout cas à titre personnel, depuis l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, qui a produit le plus de résultats et surtout en si peu de temps. C'est un avis personnel et je pense que le président le rappelle très bien dans son adresse qu'il a faite au Conseil, en rappelant de façon précise les différentes réalisations de ce gouvernement, tant sur l'aspect politique, sur l'aspect économique que sur l'aspect social, quand on sait que cela a été parasité par la crise du coronavirus, par la crise en Ukraine, par tant de choses. Donc, il y a cela. Après, lorsqu'on regarde un peu plus loin dans le passé, on se dit que le président de la République revient à quelque chose qu'il a toujours promu. Quand on se remémore son débat en 2010... Le débat de l'entre-deux tours. De l'entre-deux tours, où il estimait que les gouvernements en Côte d'Ivoire, depuis tous ces temps, étaient
pléthorique et qu'à son arrivée au pouvoir, il promettait de gérer avec un peu plus de 20 personnes, si je reprends ces mots. Donc, je pense qu'il revient à ce qu'il nous avait promis il y a bientôt 15 ans. Donc, ce sera l'occasion aussi de pouvoir faire une certaine optimisation au niveau de certains portefeuilles ministériels. Et il a dit que cela vise deux choses. Premier élément, c'est le renforcement de l'efficacité gouvernementale. Et le deuxième élément, c'est pouvoir réduire le train de vie de l'État en réorientant ces manques à gagner là vers le social. Je pense que cela devrait se poursuivre avec d'autres entités au niveau étatique qui sont budgétivores et qui ne produisent pas vraiment de résultats marqués. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir Absolument, absolument. Messieurs, plusieurs questions subsistent, des questions posées par nos internautes, par nos téléspectateurs et ceux, évidemment, qui voudront nous appeler. La première question, est-ce que Patrick Kachi pourrait être reconduit? Alaphé Ouakili. Pourrait être reconduit. Oui, il peut. Il peut, oui. Si à ce moment-là, est-ce que le président aurait dit qu'il nommerait un nouveau Premier ministre? On a dit qu'il est dans un moment républicain, une scénarisation républicaine. Il parle devant le Congrès, il fait une annonce devant le Congrès, et après l'annonce devant le Congrès, il prend des actes pour suivre cette annonce devant le Congrès et passer à d'autres choses. Donc, on ne sait pas ce qu'il dira devant le Congrès, nous y reviendrons. Est-ce que son message va le conduire à prendre un acte, à prendre une décision, à signer un décret? S'il le fait, ensuite, il nommera un Premier ministre. Maintenant, est-ce qu'il pouvait, du point de vue institutionnel, pas forcément constitutionnel, est-ce que par rapport à ce moment-là, il pouvait faire comme s'il n'y avait rien et puis garder un Premier ministre en exercice? Voilà, voyez-vous, le même scénario s'est passé à peu près en 2017. Il n'y avait pas de Premier ministre après l'élection. Le Premier ministre, ex-vice-président Duncan, venait de démissionner et il n'en avait pas nommé un nouveau. Et il est parti devant l'Assemblée nationale où il a proposé la nomination du vice-président. Après, il allait signer l'acte de nomination du vice-président et ensuite, il a nommé feu Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. On est dans un schéma identique, on ne sait pas qu'est-ce qu'il dira, et des décisions seront prises, et nous sommes à peu près dans un schéma identique, sans préjuger de ce qu'il dira, et par rapport au choix qu'il veut faire dans les décisions, dans les actes qu'il aura à prendre. Une autre réaction sur l'éventuelle reconduction ou non de Patrick Kachi, Bamba Alex? Oui, plusieurs hypothèses sont plausibles dans l'esquisse qu'il a faite, qui répond à une logique dans une période comme celle-là, où on ne saurait présumer là aussi quelles sont les intentions réelles du chef de l'État. Mais il y a des réalités qui résultent à la fois de la conjonction de certains facteurs, les facteurs sociaux, les facteurs économiques, les impondérables qui ne sont pas forcément tributaires de la situation interne, mais il y a des considérations externes qui jouent souvent sur les réalités politiques, sociales et économiques d'un pays. Alors, le chef de l'État, qui est un grand stratège, un visionnaire, dont on ne saurait douter de sa perspicacité, de la connaissance et du milieu et des hommes avec lesquels il travaille, sans doute acquis à une cause sans qu'en rien il n'en donne le sentiment. Et tous les actes qu'il pose sont des actes républicains, que la Constitution l'autorise, selon qu'un Premier ministre donne sa démission, selon que, comme l'a dit Sylvain Alaphé, devant le Congrès, c'est-à-dire l'ensemble des deux chambres, il prend la parole, ce qui est solennel, et qui traduit bien que quelque chose d'important va se passer, parce que généralement c'est ce qui se passe. Et puis bon, dans la réalité, dans la pratique, dont il est coutumier, depuis le fait qu'il a été nommé le 6 novembre 1990, Premier ministre chef du gouvernement du président Fobagny, il a été confronté au même exercice. Alors, près de 30 ans plus tard, il se trouve lui-même dans le fauteuil du président, confronté aux mêmes réalités. Et donc, la praxis sociale qu'il habite, c'est-à-dire la paix sociale qu'il habite, dont il est si bien imprégné, lui commande donc à un moment donné, peut-être sans doute, de rebattre les cartes. Parce qu'il est le maître du jeu, c'est lui qui a les cartes à main. Monsieur, en de telles circonstances, des analystes comme vous, sur fond de prospective, comme je l'ai indiqué en début,
dresse également le portrait d'autres personnalités qui sont premiers ministrables. Je vous vois remuer de la tête. Aristide? Oui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a 3 options. Il y a l'option où il pose un acte politique en nommant le nouveau Premier ministre sur le plan politique. Cette option-là doit être écartée parce que il a déjà procédé à ce processus. Aujourd'hui, le président de la République a envie, et c'est la deuxième option, de réaliser son rêve, de passer la main à une jeune génération. Et donc, il y a donc l'option politique qui est à exclure parce que ça y a existé, et il y a l'option d'un technocrate, mais avec un portrait robot qui correspond à cette vision-là. Ou alors... Ce serait qui, ce portrait robot? Mais vous savez... Quelles sont les personnalités qui peuvent... Je ne peux pas citer de nom, mais je peux juste donner des éléments. Allez-y. Ce sera justement un jeune, mais technocrate. C'est cette deuxième option. Après, la notion de jeune est relative. Alors ensuite, il y a l'autre option où il reconduit l'ancien Premier ministre. À partir de ce moment, c'est la continuité. Pourquoi? Parce que, comme a dit Franck, c'est une équipe qui a bien travaillé. Donc, comme on ne change pas une équipe qui gagne, il peut reconduire le Premier ministre. Donc, voilà un peu les indications que je peux donner et donner un portrait robot. Monsieur, évitons la langue de bois. Premier schéma, Patrick Hachi reconduit. Deuxième schéma, vous parlez de technocrates relativement jeunes. Citez-nous des noms, il y en a en Côte d'Ivoire. Professeur Dion. Alors, quand je regarde l'entourage du chef de l'État, et quand je regarde cet homme qui est dans l'anticipation de façon constante, qui met tous les schémas devant lui, tous les scénarios possibles, si Hachi Patrick n'est plus Premier ministre, il va passer à une autre étape. Comme Premier ministre, quand je regarde l'entourage du chef de l'État, quand j'entends ce qui se dit et ce qui s'écrit, il y a un nom. Je vais en ajouter un deuxième. Allez-y, c'est pour ça qu'on est là. Le premier nom qui ressort, c'est le nom de M. Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République. Quand je parle avec des amis proches des cercles de pouvoir, le deuxième nom qui ressort, c'est pour ça qu'on parlait de jeune tout à l'heure, parce que je crois que M. Sarasoro doit être dans la soixantaine encore. 62 ans précisément. Bon. Le deuxième nom qui ressort, et le chef de l'État est bien capable de le faire quand il parle de jeunes. Il y a quelques années, juste pour ouvrir la parenthèse, nous étions au PDCIRDA et notre maman, paix à son âme à Kangui, j'avais 40 ans, elle nous disait, mais vous êtes les petits cacabas, attendez un peu d'abord. Ça, c'est juste pour rire. À 40 ans, on était encore des tout petits. Il y a, le secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé, que nous regardons depuis. Regardez bien le chef de l'État. Quand il s'intéresse à vous, je peux me tromper. Quand il s'intéresse à vous, ou quand vous l'intéressez, il vous fait suivre un parcours presque initiatique. En dehors de ceux qui sont devenus premiers ministres par alliance, comme les Aoussou Jano, ou par compétences et relations proches comme Duncan, ceux que le président a désignés comme premier ministre ont goûté entre griffes à ce poste de secrétaire général de la présidence de la République. À l'exception d'Ahmed Bakayoko. Qui est rangé dans la première catégorie. Voilà, dans la première catégorie. Et peut-être de Sarasoro. Comme si il a un parcours qu'il vous fait faire pour vous aguerrir et pour vous dire, maintenant vous êtes apte. À cet âge-là, Abdourahmane Cissé, je pense que c'est un signal qu'il donne à la jeune génération parce qu'il est important. La Côte d'Ivoire est très jeune, il y a des compétences. À un moment donné, il en parle, le chef de l'État, il faut penser à venir. Voilà les deux noms qui me reviennent. Franck Stéphane. Oui, je pense qu'on est dans un schéma solennel. Donc, le chef de l'État décide de s'adresser au Congrès comme pour marquer le coup. Certains l'ont dit. Donc, je mettrai une pièce sur une promotion du Premier ministre au titre de la vice-présidence. Le Premier ministre actuel, c'est-à-dire le Premier ministre Patrick Hachi, au titre de la vice-présidence, parce qu'il semble porter la vision et l'exécution de la vision du chef de l'État. Souvenons-nous que pendant les campagnes de
de 2020, c'était le Premier ministre qui portait le projet de gouvernement actuel. L'actuel Premier ministre, alors secrétaire général de la présidence de la République. Présidence, qui faisait le tour dans les cercles de décision avec les hommes d'affaires et tout, qui portait ce projet-là. Si le chef de l'État décide de ne pas le promouvoir, peut-être à la vice-présidence, parce que peut-être il décide qu'il n'en a toujours pas besoin, je pencherai pour qu'il le maintienne. Parce que, à titre personnel, je pense que ce serait vraiment un gâchis pour quelqu'un dont on dit qu'il porte ma vision, qui réalise des choses intéressantes, qu'on rappelle à juste titre. Et une fois qu'on n'est pas dans ce schéma, donc le Premier ministre actuel passe vice-président, le premier nom qui me revient, le professeur Dion l'a dit, pour moi, c'est le ministre Abdourahmane Cissé, qui a démontré, depuis qu'il a été nommé très jeune ministre du budget, qu'il était non seulement un technocrate de génie, mais aussi qui a pu démontrer qu'il savait s'acclimater des différentes contingences politiques qui gravitaient autour de lui. À côté de cela, Prof Dion a rappelé quelque chose de très important. C'est qu'il est en train de suivre un parcours, et quand on se rappelle du parcours que le Premier ministre Feu Amadou Gon Coulibaly a suivi, le Premier ministre actuel, Patrick Achi, a suivi, je pense qu'il est dans la bonne direction pour être notre prochain Premier ministre. L'autre chose, c'est que souvenons-nous que le projet actuel du gouvernement, toujours en se référant à la campagne, donnait une part belle à la jeunesse. Donc, comment convaincre cette jeunesse-là ou alors comment rassurer cette jeunesse-là que ce n'était pas des vœux pieux, ne serait-ce qu'en choisissant un tel personnage comme le prochain Premier ministre. L'autre chose, pour terminer, on sait aussi que le Premier ministre fonctionne, le chef de l'État fonctionne sur la base d'une confiance inébranlable qu'il place en ses hommes. Et qui mieux, en termes de confiance, que le ministre, parce qu'il a le titre de ministre maintenant, M. Fidèle Sarasoro, son directeur de cabinet, qui porte très bien son nom, Fidèle, donc loyal, proche, ayant la confiance du gouvernement. Donc voilà quelques hommes du sérail sur lesquels je mettrai une pièce. D'accord. Avant de revenir à vous, maman Alex, Landry Couillot, rapidement, allez-y. Je voudrais que l'on puisse considérer le sous-entendu de la question posée par les spectateurs. Est-ce que l'on pourrait reconduire Patrick Achi? Pourquoi on le dit? Parce que même lorsque j'écoute M. Franck Dédy, je suis agréablement surpris de ce que l'on ait quelques pincements au cœur que ce gouvernement-là s'en aille, parce qu'on est plus ou moins ou pratiquement satisfait du travail qui a été accompli. Par voie de conséquence, si l'on doit pouvoir rechercher un profil d'une personnalité et qui pourrait succéder à Patrick Achi au poste de Premier ministre, il faudra considérer deux éléments objectifs. Le président de la République, il est constant, il est cohérent. Il cherche toujours, au poste de Premier ministre, un chef d'équipe. C'est-à-dire quelqu'un dont l'autorité, la poigne et le savoir-faire permettent de pouvoir exécuter sa vision et emmener les uns et les autres à travailler comme il le veut. Deuxième chose, il a besoin d'un leader politique, au moins d'une envergure régionale. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. On nomme quelqu'un parce qu'on veut un objectif politique. Lorsque Patrick Achi était aux affaires, n'oubliez pas que Patrick Achi a travaillé d'un point de vue politique, alors qu'on ne vendait pas cher sa peau. Il a permis une percée fondamentale du RHDP dans la région de la Mai. Alors qu'on disait que cet individu ou cette personnalité n'avait pas d'autorité, sa capacité à pouvoir tenir ce gouvernement avec de fortes têtes, il a démontré avec un pouvoir, avec une autorité soft, mais très habile, à démontrer sa capacité à pouvoir gérer cette équipe-là et à mener à bien les projets du gouvernement. Pour ma part, si le président de la République doit choisir un Premier ministre, il choisira d'abord un chef d'équipe, quelqu'un qui est capable de tenir la maison, parce qu'il y a de fortes têtes. Et la seconde chose, quelqu'un qui a un aura politique, sa capacité à pouvoir conduire l'action du gouvernement, mais aussi à pouvoir permettre au RHDP de gagner la bataille prochaine, c'est-à-dire les élections qui sont locales. Très bien. À la fin, nous sommes ici 7 que des hommes. On a donné des noms d'hommes.
Je sais Il y a pas quand même des dames. Il y a des dames. Des hautes personnalités Oui, qui donc pourraient... si on veut jouer ce jeu, de donner des noms... Allez-y. Ben, on a entendu le nom de Kabanyale, le nom de Kandia Kamara. Kabanyale, ministre du Plan et du Développement. Voilà, et de Kandia Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et des on lâche les noms. Il n'y a pas que les deux déjà cités. C'est des dames qui sont valeureuses, qui aussi ont eu leur parcours initiatique sans être secrétaire général de la présidence, ni directrice du cabinet du président de la République, et qui ont la capacité d'accéder aussi à la primature. D'ailleurs, le chef de l'État a dit qu'il y a une demi-douzaine. Mais si on cherche, on trouvera une douzaine. Autre question. La trentaine, c'est combien? Il y en a qui disent la trentaine, c'est 30. Est-ce que ce n'est pas jusqu'à 35? Jusqu'à 39. La trentaine, en parlant d'âge, c'est cela? Non, la trentaine de ministres. D'accord. La trentaine, c'est à partir de 29. Non, est-ce que ce n'est pas jusqu'à 35? Non, à partir de 29, tu arrives à 30. Oui. Grammaticalement, c'est la trentaine. On avoir une idée Et du ça s'arrête à format, combien? pour savoir aussi qui sort, qui entre. Absolument, d'accord. Maman Alex Suleiman, Oui, moi, vous avez la parole, vous la gardez, allez-y. Oui, moi je pense que les éléments qui ont été portés à l'appréciation du grand public, qui éclairent un peu l'ensemble des consciences, permettent de projeter davantage sur les différents éléments qui ont été analysés. Et passer au peigne fin, au scanner, des spécialistes que nous sommes et des analystes, ainsi que des observateurs de la scène politique. Rien n'est figé. Le président de la République, son brio est sans conteste. Il a des collaborateurs de grande qualité, certes, mais il peut surprendre, comme le président Foubaï surpris il y a 30 ans. Mais pourquoi pas le technocrate, Tchemo Kone-Meile, qui est gouverneur de la BCEAO, qui est un de ses proches, quand il était premier chef du gouvernement, il était directeur national de la BCEAO ici. Bani, ça en est allé à Dakar pour suppléer le gouverneur qui a été appelé au chevet de la Côte d'Ivoire dans une situation très très difficile. Le chef de l'État, le président Foubaï, pratiquement groggy. Il a fallu que son fils vint, posa un garrot, arrêta l'hémorragie et remis en place la machine qui a fonctionné jusqu'à ce que, bon, naturellement, l'usure du temps a joué sur les consciences et sur la force des uns des autres. L'équilibre qui avait été conçu s'est ébranlé jusqu'au coup d'État de 1999, l'élection qui en a suivi avec cet travers, et puis bon, le face-à-face historique entre Gbagbo et le président Ouattara qui sont scellés par la victoire du président. Alors, depuis, il y a eu la remise en cause, et puis les déperditions de part et d'autre, un pays qui sortait d'une crise ô combien difficultueuse, dirais-je dire, et très peu donnait des changements au président Ouattara, mais l'on vit qu'à l'épreuve, c'était un homme qui était déjà préparé à l'exercice de la fonction. Petit à petit, à dose homéopathique, il sut mettre là où il fallait mettre ce qu'il fallait, naturellement soigner certaines gangrènes, et puis redonner confiance au peuple en faisant participer l'ensemble des forces intellectuelles. Évidemment, dans le cabinet, il y a toujours 2 ou 3 personnalités de valeur, dont le ministre Fida Sarasoro, directeur de cabinet, qui a été chef de cabinet d'abord. Donc c'est un homme de dossier et qui a connaissance des arcanes du pouvoir et qui a une relation affectueuse et particulière avec le président Ouattara et qui est un gros travailleur plein d'humilité. Dans un contexte politique marqué par, j'allais dire, le renouvellement des valeurs, que ce soit au RHDP, au PPACI, au FPI, dans d'autres partis, même celui des Mabri, qui, bon, on le constate, on revient un peu sur le devant de la scène, ce sont autant d'indicateurs de tendances qui pourraient permettre au chef d'État peut-être de sortir de sa bourse secrète quelqu'un auquel on ne s'attend même pas. Ça, c'est vraiment... Pour vous, il y a cette éventualité d'avoir... C'est le jeu des dominos, c'est pas simple. Très bien. Franck Stéphane, avant de vous prendre, je vous permets, à vous et aux autres, de réagir à cet appel de Charles Andry, qui nous appelle de Boaké. Monsieur Charles Andry, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pour vous, vous avez une question, en fait. Pour vous, vous posez la question de savoir quels sont les postes ministériels qui ont donné satisfaction. C'est cela ? Oui, et puis ceux qui n'ont pas répondu aux attentes et qu'on pourrait supprimer, par exemple. En clair, les potentiels véritablement sortants ou déjà sortis et ceux qui ont des chances de se voir reconduire. C'est cela ? Exactement. Merci beaucoup, monsieur Charles Andry, et bonne fête de Pâques depuis Boaké. Monsieur, réaction ? Oui, Franck Stéphane ? Oui, peut-être je vais vous arracher un peu le sourire.
le doyen l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État pourrait surprendre. Donc, je pense qu'il peut surprendre en nommant M. Afi Nguessan, par exemple, qui fait des appels du pied au président. Et... Il a bien connu aussi. Ah bon? Vous faites de l'ironie, non? Voilà. C'est méchant. C'est méchant. Laissez-le terminer. Terminer. Toujours au rang des surprises. Moi, je serais, je ne dirais pas surpris, mais peut-être agréablement surpris que le président pose des actes forts. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il a donné 2 points. Premier élément, le renforcement de l'action gouvernementale. Deuxième élément, la réduction du train de vie de l'État et la réorientation de ce manque à gagner là vers le social. Pour moi, les ministres-gouverneurs, c'est vrai que j'en connais quelques-uns, mais pour mon amour pour la Côte d'Ivoire, je pense que ils ne sont pas... ce n'était pas le moment de les nommer. Parce que depuis qu'ils ont été nommés, je ne vois pas de résultats factuels qui justifient leur nomination. Donc, réduction du train de vie de l'État, peut-être que le chef de l'État pourrait songer à nous épargner de ça. Deuxième élément, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, c'est le Sénat. Pour moi, je ne note pas l'avancée démocratique dans les faits, surtout dans les faits, que le Sénat nous a permis de pouvoir faire alors qu'il bouffe sur le budget de l'État autour de 30 milliards l'année. Idem pour les ministres-gouverneurs, ne serait-ce qu'à titre de leur prime de fonctionnement. 30 milliards, quand on multiplie 3 milliards par 10. Et je pense qu'avec 60 milliards, comme le chef d'État l'a dit, on pourrait rediriger ces éléments vers le social pour produire des résultats beaucoup plus importants. L'autre chose que je veux relever, il y a quelques mois que le chef de l'État, à travers le ministère de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, a lancé des audits des administrations publiques. On attendait de tous nos voeux que cela soit judiciarisé afin que des saisies au moins soient faites pour que ces montants qui circulent dans la presse, qui ne sont pas encore confirmés, s'ils advenaient à être confirmés, nous permettent d'avoir un manque à gagner qu'on va réorienter vers le social. Donc, autant d'éléments sur lesquels on est resté sur notre faim, surtout quand le chef de l'État parle du fait de réduire le train de vie de l'État et de réorienter cela vers le social afin de faire profiter au plus grand nombre. Très bien. Voilà. Monsieur, rapidement, les forces, les faiblesses du gouvernement sortant. Aristide? Alors, je parlerai essentiellement des forces. Le président de la République l'a reconnu et a félicité son Premier ministre. Je crois que Franck l'a dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de performances et les résultats économiques sont là. Vous savez, on a traversé une période de pandémie liée à Covid-19 et il y a eu un chancellement sur la croissance, mais vous avez vu que l'année dernière, il y a eu une croissance de 7%. Le président de la République l'a rappelé. Donc, globalement, c'est un gouvernement qui s'en va, mais qui a produit du résultat. Vous savez, quand on va même à l'école et qu'on vous donne 17 sur 20, on vous dit que vous avez eu la mention très bien. Et on ne va pas toujours s'intéresser aux 3 points que vous avez ratés. Donc, on va être satisfait du résultat. Il pose une question à laquelle nous n'étions pas préparés à venir répondre parce qu'il fallait qu'on fasse une évaluation beaucoup plus poussée. Je crois qu'Alafi Ouattara le faisait les années précédentes dans l'intelligence d'Abidjan. Il notait chaque mois les ministres parce qu'il prend le temps de le faire. Mais comme ça, tout de go, vouloir dire qu'un ministère n'a pas travaillé, il faut qu'on apporte des éléments factuels. Donc c'est quand même assez sensible. Moi, je retiens simplement que c'est un gouvernement qui s'en va, mais qui a fait un très bon travail. D'accord. Landry? Non, on peut dire tout simplement, bien sûr, dans la même vague, qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Lorsque j'écoute Franck Dédi et Nkenda, on a des satisfactions qui sont importantes et puis on a des besoins d'améliorer certaines choses, des propositions comme quoi on voudrait que telle chose soit ou ne soit pas. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que lorsque le président de la République décide de pouvoir réduire le nombre de ses ministres, c'est parce qu'il a conscience. Il a conscience qu'il y a une conjoncture mondiale, mais au-delà de la conjoncture mondiale, d'une aspiration du peuple de Côte d'Ivoire, du fait que la Côte d'Ivoire doit pouvoir vivre avec ses véritables forces, ses véritables ressources. Et c'est en cela qu'il est important de pouvoir porter son attention sur le discours qu'il va prononcer le mardi, parce que ça ne va pas simplement s'arrêter à dire « voici mon nouveau vice-président, voici mon nouveau Premier ministre ». Non, ça n'aurait pas de sens, parce qu'il n'aurait pas besoin de ce discours-là afin de pouvoir nommer X et Y. Au-delà de cela, parce que le discours sur l'état de la nation est un discours d'orientation. Il a un mandat avec
un schéma qui est bien précis et année après année, il donne comme une note d'orientation afin de pouvoir repréciser les choses. Et ce discours-là d'adresse au Congrès sur l'état de la nation intervient à l'ouverture de la session parlementaire, qui représente bien sûr le peuple de Côte d'Ivoire dans son aspiration. Donc on a un président de la République de qui il faut attendre des mesures fortes, certainement à préciser ou à répréciser certaines choses, mais aussi à enclencher une mécanique de sorte à ce que les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire soient satisfaites, au moins en partie pour cette année et définitivement sur le reste de son mandat présidentiel. Mais nous restons confiants dans le sens où les signaux apportés par celui-ci sont des signaux qui sont satisfaisants et qui permettent donc aux uns aux autres d'espérer qu'il y ait la possibilité de faire mieux. D'accord. Alain Faye ? Moi, je voudrais, relativement à la question qu'a posée le téléspectateur, dire que c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, donc les succès doivent être collectifs, comme les échecs doivent être assumés, endossé par tout le monde. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Je voulais profiter aussi pour dire ce que j'ai souvent dit ici sur le rôle, sur la tâche des premiers ministres. Vous voyez, ce soir, nous sommes tous en phase pour dire le véritable maître du jeu, c'est le chef de l'État, le président de la République. Mais souvent, on a tendance à trop attendre d'un premier ministre. Un premier ministre... Pour vous, c'est qu'un exécutant ? Bon, qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce soir? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ce soir? Que le chef d'orchestre, c'est le président de la République. A une seule autorité, c'est le président de la République. Lui seul, il est en fonction. Il a démis le Premier ministre. Le mardi, il va nommer un Premier ministre. Le mercredi, il peut en enlever. Il est là, lui seul, sauf extraordinaire, jusqu'en 2025. C'est le seul qui est sûr, sauf extraordinaire, de sa position. En dehors de lui, personne n'est sûr. Donc, je veux interpeller sur la notion d'un Premier ministre chef de gouvernement. Est-ce que c'est pertinent dans un système où le Premier ministre n'est pas issu d'une majorité parlementaire opposée, hostile au chef de l'État? Le Premier ministre a le titre de chef de gouvernement, mais le patron du gouvernement, c'est le président de la République. Est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur la question? D'accord. Il est souvent dit, et je crois qu'on peut faire le débat. Très bien. Bon, Alex. Oui, nous sommes dans un régime présidentiel. Ça, il faut que cela soit su et connu. Et peut-être même voir expliqué. Parce que dans l'imagerie collective, il n'est pas évident que cette subtilité soit comprise de tous. Le premier chef du gouvernement, c'est un chef d'orchestre. C'est un homme de qualité, soit il est politique, le contexte qui commande qu'il le soit il est technocrate, parce qu'il est dicté par un impératif du moment où les coordinations incline à ce qu'il soit outillé, escalité pour diriger une équipe. Cela relève aussi de l'autorité unique et principale du chef de l'État qui a j'allais dire, les cartes en main, qui a une perception profonde de la nature du régime et des réalités. Les commentateurs ainsi que les exégètes peuvent écrire ou parler comme ils l'entendent, mais ce n'est pas toujours suffisant pour comprendre la réalité que vit un président de la République, qui est président de la République de 28 millions d'Ivoiriens, où on compte peut-être 300 à 400 potentiels ministres ou une vingtaine de premiers ministres. C'est un exercice d'équilibre qui commande à ce que cet homme ait fait son unité intérieure et extérieure d'un calme olympien face aux événements, comme le président de la République semble nous a donné l'orientation, comme il le dit si bien, il le fait si bien en allant devant le Congrès qui renferme à la fois le Sénat, l'Assemblée nationale. C'est un gage et un signe fort qui donne aux uns aux autres de la pratique de la démocratie et des échanges qu'il faut pour ne pas que certaines chambres paraissent être des chambres d'enrôlement, tout simplement, mais qui ont une force vitale et qui s'expriment au moment où il le faut. Très bien. Professeur Dion. Alors, il y a souvent des questions de coordination qui se posent au niveau des gouvernements. Oui. Il faut vraiment qu'on le sache. Vous pouvez avoir 15, 20 ministres. Quand vous leur donnez des secrétaires d'État, parfois il y a un problème. On a le sentiment qu'il y a un qui marche sur les plates-bandes de l'autre. Position. Et puis, c'est compliqué. Le chef de l'État, il le voit, mais le Premier ministre, c'est lui qui en souffre, parce que souvent, il y a des difficultés de coordination. Et à ce moment-là, on est obligé parfois de faire des réaménagements pour qu'on n'ait pas le sentiment que
le gouvernement ne fonctionne pas comme il faut. Ça, c'est le premier élément, peut-être pour répondre à la question de notre ami. La deuxième chose, en plus de tout ce que nous sommes en train de dire, le chef de l'État est un homme politique. Ouais. Je répète qu'il est dans l'anticipation. Toute décision venant du chef de l'État tient compte du fait que 2025 n'est pas loin. Ce qu'il va faire maintenant, le gouvernement qu'il va former, ce qu'il va dire devant le Congrès, 2025 est dans l'esprit du chef de l'État. On sort du dialogue politique. Il y a eu des recommandations. Il ne peut pas ne pas tenir compte de ces recommandations. Comme dit le grand frère Bamba, c'est tout ça qu'il va prendre en compte. Mais je voudrais dire qu'en 2008, mes frères pourront s'en souvenir, il y a eu le deuxième congrès, je crois, du RDR. On peut le retrouver dans le nouveau réveil, le numéro 1835 du nouveau réveil. Le chef de l'État, j'ai été séduit par cette phrase, en 2008 déjà. Il dit « J'entends faire travailler ensemble des hommes et des femmes de tous horizons, des personnalités compétentes de tous bords. » J'ai retenu ça de lui depuis 2008. Il n'est pas encore président. Mais je crois que c'était l'investiture. Il y a deux critères qui se dégagent ici. C'est l'efficacité dans la gestion de l'État et c'est la prise en compte de toutes les sensibilités politiques et existentielles. Je crois que ça fait partie aussi de ce qu'il prend en compte dans la formation d'un gouvernement. Il faut vraiment qu'on comprenne qu'on est dans ce schéma, sans compter qu'on est en politique, il l'a dit, il y a des gens avec qui vous avez fait chemin. Et ça, c'est une expérience que j'ai vécue, que je voudrais vraiment raconter. J'ai eu un maître en politique qui s'appelle Charles Konambani, qui un jour a fait la promotion à quelqu'un qui, disons-nous la vérité, ne faisait rien de bon. Alors, tout fâché, je vais le voir, je dis, mais ce type ne fait rien de bon. Pourquoi lui donner assez de considération? Pourquoi? Alors, le maître me dit à ce moment-là, Simplice, calme-toi. Je sais qu'il ne peut rien faire, mais je gère sa capacité de nuisance. Dans les partis politiques, comme dans le gouvernement, il y a des gens qui ne peuvent plus vous faire venir des gens, mais il suffit qu'ils sortent et qu'ils parlent, vous allez mettre 5 ans à détruire ce que lui est en train de faire. Donc il y a tout ça qui entre en ligne de compte et qui fait que le chef de l'État, à un moment donné, est obligé de trouver des postes aux uns aux autres parce qu'il doit gérer leur capacité de nuisance. On l'a bien compris. Monsieur, rapidement. Oui, je voulais juste préciser. Je crois qu'elle a fait tout à l'heure en parlant, a dit que le chef de l'État a démis. Je voulais qu'on soit très précis. Non. Il peut démettre ou il a accepté une démission. Il a accepté la démission. Pourquoi? Parce que, je dis ça rapidement, le Premier ministre est le collaborateur direct du président de la République et dans les échanges, et le président a dit qu'il faut contextualiser. Nous sommes dans un contexte assez difficile, le contexte mondial difficile. Et je crois que le Premier ministre, en comprenant dans les échanges avec le président que c'était difficile, a compris qu'il était temps qu'il vienne donner sa démission. Et il y a cette élégance managériale qu'il faut souligner en passant. D'accord. Franck Stéphane, et on va la pub. Oui, malheureusement, en fait, à la fête, il tente de nous faire une ouverture, mais on n'a pas le temps d'en discuter. En réalité, ce qu'il dit est profond. Est-ce que notre système de gouvernement ou de gouvernance actuelle correspond toujours aux enjeux que nous vivons? Parce que regardons un peu toutes les prises de parole. On est beaucoup focus sur le politique à cause de notre système de gouvernance actuel. Quelqu'un vient au pouvoir, il a 5 ans. Première année, deuxième année, les gens sont en rodage. À partir de la troisième année, on commence à penser aux élections qui se passeront dans 2, dans 3 ans. Alors que si on avait un système où on a un Premier ministre issu de la majorité parlementaire, lui, il vient, il serait au travail. Donc, clairement, le Premier ministre qui est là, c'est un exécutant. Ce n'est pas réducteur que de le dire. Il porte juste la vision de son N+1, mais c'est une ouverture dont on ne peut pas malheureusement discuter ici. Il faut se projeter pour savoir est-ce qu'aujourd'hui, les enjeux actuels que nous vivons répondent à ça. Pour terminer rapidement. Vous me rendez souvent la tâche difficile. Vous me rendez souvent la tâche difficile. Vous terminez, mais vous vous allongez. Quelques secondes et puis je vous donne quelques secondes. Et pour répondre à la question du téléspectateur, je pense qu'on a eu des avancées. Donc sur l'aspect politique, on a clos, en tout cas selon la plupart des partis politiques, le dialogue politique. On a lancé de grands projets, on en a terminé beaucoup. On a vu un Premier ministre qui était sur le terrain, allant même jusqu'à manger le gaba avec des gens, Yamoussoukro et tout. Donc proche du peuple.
ou du moins qui en donne l'apparence. Mais il y a une question sensible qui n'est pas encore traitée. C'est la question du pouvoir d'achat des populations. Les gens s'en plaignent, les prix flambent sur les marchés en dehors même de la crise ukrainienne, dont on ne peut pas se servir aujourd'hui comme sur la Libye. Aujourd'hui, la nouvelle équipe gouvernementale doit venir nous proposer un plan clair de maîtrise et de gestion, sinon d'augmentation du pouvoir d'achat des populations. Très bien. Bon, Alex Suleiman, je vous fais une promesse. Quand on revient de la pause, je vous donne la parole tout de suite. C'est la pause. Sur le plateau de NCI 360, et vous l'avez bien vu, si vous nous avez pris depuis le début de cette émission, dans la première partie, nous avons parlé de la démission du Premier ministre et du gouvernement, démission acceptée par le président de la République qui a annoncé pour la semaine prochaine la nomination de nouveau Premier ministre. Le président de la République qui sera devant le Congrès réuni en Parlement, à savoir les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Il est prévu qu'il y fasse l'état de la nation. Messieurs, après avoir abordé tous ces sujets qui, évidemment, ont un lien avec cette annonce de mardi, pour vous, quelles sont, dans l'analyse prospective toujours, les grandes articulations, quelles pourraient être les grandes articulations de ce rendez-vous que le président de la République a donné aux Ivoiriens le mardi? Bamba Alex Suleiman. Oui, c'est le rendez-vous d'un homme avec la représentation de son peuple. L'Assemblée nationale d'une part, et de l'autre, le Sénat. C'est une tradition ancienne qu'il a appelée au chef de l'État, qui est suffisamment outillé, qui connaît bien ces gens de régime, qui ont eu la chance de connaître lors de ses études aux États-Unis, à Paris, avant qu'il ne vienne à Dakar, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui rythme un peu sa pensée politique. Accouplé à sa vision prospective dans la gestion de l'économie pour que la base qui permet à une nation de vivre en harmonie soit en équilibre. Et je pense que le discours ne sera pas autre qu'un discours qui projette sur l'avenir et qui rassure également nos partenaires. Alors, mais avant d'y arriver, nous étions tout à l'heure sur la possibilité de la transformation de la société, parce qu'on n'est pas encore arrivé fondamentalement à créer la possibilité qu'un Premier ministre soit issu de l'opposition, parce que cela équivaudrait ou signifierait qu'il y a eu des élections et qu'un parti politique a plus de députés qu'un autre et que le président est issu d'un autre parti. Alors, ce qui créerait une sorte de cohabitation comme dans une démocratie moderne, ainsi que cela se voit et se constate. Mais nous sommes dans un régime présidentiel, notamment dans les pays africains, où la personnalité du chef de l'État est si forte, où l'engagement doctrinal à sa cause de la population est si puissante, parce que lui-même a dans la capacité, qui entraîne de facto l'engagement de toutes les forces sociales vers ce qu'il prône comme espérance dans l'esprit de ses habitants. Et ça, c'est éminemment important. Alors, l'orientation du discours va graviter autour. On tient compte, bien sûr, des métamorphoses, ainsi que, nous l'avons dit, l'impact de la pandémie. Dieu merci, il est tellement miséricordieux, le Seigneur, qui petit à petit est en train de lever cette équation quasi insoluble qui nous a plombé à un moment donné. Et donc, le président est fort aise de dire, oui, nous avons travaillé ensemble. Et c'est le fruit du dur labeur de chacun. Aussi voudrais-je vous proposer une option nouvelle, ce qui traduirait sa volonté et puis conforterait les Ivoiriens dans le fait que le chef, disons, c'est un grand chef. C'est aussi simple que ça. Très bien. Monsieur, oui, André. Déjà, le discours sur l'état de la nation, comme son nom le porte, l'indique, va d'abord faire l'état des lieux. 2 ans après son élection, il va bien falloir qu'il puisse, devant la représentation nationale, dire ce qu'il en est de la Côte d'Ivoire. Il va certainement, en fonction de ce qui s'est accompli d'un point de vue politique, avec le dialogue politique, mais d'un point de vue économique, dans la modernisation et la restructuration de notre économie, faire l'état et dire où va la Côte d'Ivoire et dans quel état tient la Côte d'Ivoire. Mais il y a des sujets qui ne peuvent éviter la question de la cherté de la vie ou du pouvoir d'achat des ménages, des Ivoiriens. Il va falloir que, lors de ce discours-là, le président de la République puisse donner des orientations très claires à partir desquelles les Ivoiriens puissent trouver une boussole, un repère, et qui vont donc pouvoir manifester leurs aspirations en fonction
parce que c'est un sujet qui est très important. Il y a la question de la résilience sécuritaire. La Côte d'Ivoire est en face d'une situation qui est certaine, c'est-à-dire la menace terroriste. Or, cette menace terroriste-là, même si elle se trouve au nord de la Côte d'Ivoire, touche les Ivoiriens et peut prendre plus d'ampleur. Il va falloir rassurer les Ivoiriens, rassurer la communauté nationale et internationale sur la capacité de la Côte d'Ivoire à pouvoir construire un système sécuritaire et militaire efficace afin d'enrayer cette menace et permettre donc aux investissements de continuer à se faire. Puisque la Côte d'Ivoire bénéficie de la confiance des investisseurs, il va falloir que cette confiance-là puisse demeurer. C'est très important pour nous. Un dernier élément qui est fondamental pour que le président de la République puisse sortir de cet exercice-là grandi, c'est celui de pouvoir rassurer les uns et les autres sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, il y a tous ces aspects que vous évoquez, mais si vous vous souvenez bien, messieurs, si vous le percevez comme tel, la dernière fois que le président s'est prononcé sur l'état de la nation, face au Congrès, il y a eu une annonce surprise. Il a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine présidentielle. Est-ce qu'il faut s'attendre à une annonce forte, entre autres annonces, une annonce forte qui pourra intervenir demain, notamment peut-être sur un point qu'on a évoqué dans la première partie de cette émission, sur le vice-président, par exemple. Je termine. Pour moi, allez-y, terminez. Pour moi, j'en ai fait l'économie parce que pour moi, c'est évident. C'est le 10 janvier 2017 qu'il annonce notre premier vice-président, Kablon Duncan. Le 5 mars 2020, il annonçait qu'il ne voudrait plus se présenter, sauf que par concours de circonstances, la force majeure s'est imposée à lui. Donc il nous habitue, il habitue la nation à ce que ce discours-là soit marqué par des annonces très fortes qui marquent la vie de la nation et permettent donc à celle-ci d'avoir une orientation tout à fait particulière. Donc il faut s'attendre à des annonces fortes. Donc les Ivoiriens s'attendent à ce que le mardi 19, il y ait le nom du nouveau vice-président, il y ait le nom du nouveau Premier ministre. Mais il va falloir que les Ivoiriens, au-delà de ces annonces-là, puissent attendre du chef de l'État des solutions, je l'emprunte le mot de lui-même, des solutions sur des problèmes qu'ils vivent au quotidien. Il y a d'autres solutions. Oui, allez-y. Non, en fait, moi, je veux dire à cet instant, il y a au moins une chose qui est sûre. Le président sait déjà ce qu'il dira mardi. Absolument. On est d'accord? Oui, bien sûr. C'est déjà ce qu'il dira. Peut-être le discours est en train d'être peaufiné, les notes sont en train d'être corrigées par un cercle très, très, très restreint de personnes, vraiment restreint, comme la démission surprise. Je ne sais même pas si la lettre du Premier ministre n'a pas été rédigée dans les bureaux à la présidence. On ne sait pas combien de personnes étaient au courant de ça et puis rien n'a filtré. Donc, les tests sont en train d'être certainement prêts. Donc, le président sait déjà ce qu'il dira. Mais nous, on peut continuer à supposer, comme il a dit, qu'il va nommer, en termes d'annonce forte, au-delà de l'état de la nation, désigner, proposer au Congrès un vice-président ou proposer de supprimer la vice-présidence et proposer de revenir à 75 ans comme âge limite. Voici peut-être 3 annonces fortes qu'il va proposer. Ce sont les indications, ça ne veut pas dire par rapport à ces 3 options, il y a une seule qui peut être immédiate, qui va être applaudie. Le reste, c'est un débat à faire. Il faut aller au vote, il faut faire une procédure pour supprimer la vice-présidence, il faut faire une procédure pour supprimer et pour faire revenir l'âge. Donc ça, c'est quelque chose qui ne fera que commencer. Alors que la première option, nommer un vice-président sur le champ, je pense que ce sera acclamé et puis on passera à autre chose. Il va signer le décret quelques heures après. Et puis, maintenant, dans l'ordre normal des choses, il y a un président, il y a un vice-président. Enfin, on peut avoir un Premier ministre. Voilà. Oui, bon, Alex. Oui, ce sont autant d'hypothèses qu'il faut effectivement prendre en compte et projeter sur l'avenir, qui n'exclut pas, ainsi qu'il a si bien dit, que dans les notes qui ont peut-être déjà été arrêtées, des événements, ou alors la nuit portant conseil, on veuille bien en ajuster pour tenir compte d'un certain nombre d'impondérables dont on n'avait pas peut-être inclus de facto. Ça, ce sont des projections. Mais à la vérité, l'exercice dont il est coutumier, parce que lui, lorsqu'il devint Premier ministre du gouvernement, il se présenta devant l'Assemblée nationale pour donner des grandes orientations de ce qu'il allait faire, parce que le président de la République, Houphouët-Boigny, lui en avait donné carte blanche, et la lecture qu'il avait faite de la situation politique, notamment économique,
qui avait conduit à certains grincements de dents. À la réduction du train de vie de l'État, notamment, à l'époque. Et il lui plut de démontrer qu'il avait la capacité de contenir le mécontentement social. C'est qu'il fit qu'il réussit. Et ce n'était pas la moindre des choses. Parce que la marée chaussée qui avait commencé à tambouriner et puis à mettre à mal la société, finit par baisser pavillon. Parce que les décisions qu'il prit, et le fait qu'il avait une position déjà de gouverneur de la BCEAO, lui donnait la capacité de battre la monnaie. Et donc de corriger les faiblesses que d'autres n'ont pas en certaines situations. Ça détermine la capacité de la réalisation de ce que cet homme a pu faire, même lorsque certains des siens en doutaient. Et donc demain, le mardi, il pourrait avoir beaucoup d'autres surprises. Aristide ? Oui, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit. Je veux surtout remarquer que la volonté du président de la République de construire la démocratie et de donner donc une force à la République. Vous voyez, c'est un exercice qui est désormais, qui entre dans les habitudes démocratiques et institutionnelles de la République de Côte d'Ivoire. Il faut remarquer que lors de son dernier passage devant le Congrès, il avait non seulement fait une annonce forte, mais il avait apporté des modifications à la Constitution. Et quelles modifications venaient du fait qu'il avait écouté les corrections qu'on pouvait apporter à la Constitution. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de débats, et Alafé est revenu là-dessus. Je crois qu'il va proposer des choses pour corriger davantage la Constitution en apportant des modifications. Et donc, on attend de voir, et Alafé a bien fait de souligner qu'il peut nommer un vice-président, comme proposer qu'on supprime ce poste. Parce que lorsqu'on écrivait la Constitution 2016, c'était dans un contexte où, véritablement, on voulait qu'il y ait ce partage du pouvoir au sommet de l'État, en faisant en sorte que les partis qui sont retrouvés au sein du HDP puissent être ensemble en train de gouverner. Mais en temps, chemin faisant, il y a eu donc cette rupture, et donc il faut reconstruire une approche institutionnelle différente. Donc, on va s'attendre à un discours fort, comme il a l'habitude de nous les servir. Et ma foi, on peut spéculer, mais je crois qu'il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de surprises mardi. Franck Stéphane ? Oui, je pense qu'une chose est sûre, c'est que le président ne va pas annoncer qu'il ne va pas se présenter en 2025. Qu'est-ce que vous en savez ? Parce que personne n'y croirait. Puisque la dernière fois que cela s'est passé, on a trouvé un cas de force majeure. Et puis il reste encore 3 ans. Il reste encore 3 ans, comme à la fin. Donc je pense que ça, au moins, c'est sûr qu'il n'en parlera pas. L'autre chose, un discours sur l'état de la nation, il obéit à 3 piliers majeurs. Donc, faire l'état des lieux, voilà, ça c'est classique. Donc, depuis que j'ai été élu jusqu'à la date d'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les points positifs? Quels sont les points moins bons? Qu'est-ce que je propose pour améliorer cela? Ensuite, le deuxième mouvement d'un discours sur l'état de la nation, c'est en termes prospectifs. De maintenant à 2025, qu'est-ce que je vous propose? Quel est le nouveau pacte autour duquel je vous demande de vous réunir? Donc ça va intervenir. Et puis le troisième élément, le troisième pilier, c'est un peu ce qu'on a dit, c'est des annonces fortes, des coups d'éclat. Et là, aujourd'hui, je pense que ce serait prétentieux de se mettre dans la tête du chef de l'État. Tout peut arriver. Moi, j'espère, s'il nous écoute, qu'il prenne en compte cette suggestion-là de supprimer le Sénat et de supprimer les ministères gouverneurs, parce qu'il nous a dit la semaine passée qu'il veut réduire le train de vie de l'État et réorienter cela vers le social. Donc j'espère qu'il va entendre cela et répondre à cette aspiration. En tout cas, votre proposition a été ce que je veux dire, c'est très entendu. simple. Oui, allez-y. La Constitution dit le président de la République, chef de l'État. Ce sont 2 fonctions. C'est d'abord le technocrate, celui qui tient la machine administrative, et c'est un homme et leader politique. On est dans un pays où les alliances politiques se font et se défont. C'est vrai qu'on est arrivé à une situation où on a eu à tout défaire, mais des alliances sont en train de se refaire. Laurent Gbagbo, la semaine dernière, relançait le PDCI là-dessus. De l'autre côté, au niveau du RHDP, président de la République, mais aussi président du RHDP, a besoin de garder une marge de manœuvre institutionnelle afin de pouvoir réaliser ces alliances. Pourquoi supprimerait-il, disons-le, pourquoi supprimerait-il certains postes ou certaines institutions alors que cela peut lui servir comme levier dans des manœuvres d'alliance politique?
Pour moi, il faut garder raison. On a donc construit une constitution ou un système institutionnel de politique qui permet de servir les intérêts politiques. Maintenant, il va falloir que dans l'équilibre, puisqu'il est chef de l'État, veiller à ce que de l'autre côté, les populations ne se sentent pas désabusées et que celles-ci puissent voir leurs aspirations satisfaites en partant du fait qu'on ait à réorienter les ressources de l'État économisées ou mobilisées afin de satisfaire leurs besoins sociaux. Alors Ali, je pense qu'Ali, sur la proposition de Stéphane Dédy, bon, ça c'est peut-être le regard du jeune qui, dans la marche de l'État, considère peut-être, à raison ou à tort, mais beaucoup plus à tort parce qu'il est plus jeune, que ces institutions-là n'ont pas l'air importantes. Si, dans l'équilibre d'une nation, d'un pays qui a évolué comme la Côte d'Ivoire, cela s'imposait parce que ça a permis d'avoir de donner de l'air et de l'espérance. Or, il n'est de vie que d'espérance. Éminemment important. Ensuite, comme le dit le frère Landry, il est nécessaire que dans une dialectique, une démarche dialectique du bien et du bonheur partagé, on n'ait pas le sentiment que c'est un groupe ou un chef si puissant soit-il qui détient le lever de pouvoir et qui a tous les pouvoirs sur les uns et sur les autres. Ouattara, dans l'exercice de son art, apporte la preuve qu'il est un homme ouvert, qui dialogue, qui reçoit les opposants, qui échange avec eux et qui, en connaissance de cause, et puis avec sa conscience, décide. Et ça, c'est une très grande ouverture par rapport à beaucoup de chefs d'État de certains pays que nous connaissons, ici tout près, ailleurs là-bas, et qui n'ont pas cette approche avec le peuple. Et nous devons nous en féliciter et sans doute espérer que dans le discours, des éléments de réponse viendraient à satisfaire et le jeune Stéphane Dédy, un nombre de personnes qui se posent peut-être sans doute les mêmes questions. L'espoir demeure. C'est cela. Professeur Simplice Dion. Une chose est sûre, quel que soit ce que le président de la République va dire, je reste convaincu qu'il a 2025 comme horizon. La deuxième chose, le tout n'est pas dans la vitesse, parce qu'il y en a qui vont vite et puis qui ne vont nulle part. Le tout dans la vie est dans la direction. Et je pense que le chef de l'État va nous rappeler la direction. Il aurait pu ne pas réunir le Congrès, même si la Constitution lui demande de le faire. Il aurait pu reprendre ce qu'il nous a dit à la fin de l'année. Puisqu'à la fin de l'année, il a fait l'état des lieux, il nous a dit voilà où je vais. Mais s'il prend le temps de demander au Congrès de l'entendre, c'est parce que je crois qu'il va nous fixer un cap, il va nous donner une direction, et je pense que ça sera un moment important pour la nation. Avant de passer au prochain sujet, à la fin, on termine avec vous. Moi, je dis qu'on a quand même... on ne peut pas dire que le Sénat est menacé. Ouais, Bamba Alex est un peu inquiet suite à ce que le Sénat n'est pas menacé. Pas du tout, mais bon, même s'ils sont en fin de mandat cette année. Voilà. Et voilà. Mais en même temps, je voudrais dire que Dion insiste beaucoup sur 2025, mais je dis, on a 3 ans de 2025, on a du temps. Et avant 2025, on a une échéance des élections de les élections locales. Les élections locales, c'est encore dans 16-18 mois. Donc, on a ça avant 2025. On a ce petit test-là, dans 1 an et demi encore. Qui sont en temps de challenge. En fait, dans la logique du professeur Simplice Dion, demain commence aujourd'hui. Oui, mais on a encore du temps. D'accord, très bien. C'est pas un petit test. Monsieur, oui, rapidement. Juste dire à Stéphane que le Sénat a un rôle très important sur le plan technique dans l'examen des projets de loi. Parce que ça permet qu'on ne se trompe pas. Parce que justement, il y a cette navette diplomatique entre la chambre basse et la chambre haute. Généralement, on peut adopter un plénière à l'Assemblée et au Sénat, on retrouve quelques dysfonctionnements et qu'on corrige. Donc, c'est un instrument important. Ce n'est pas simplement sur l'aspect budgétivore, mais je crois que le Sénat joue un très grand rôle dans les démocraties comme celle de la Côte d'Ivoire. Monsieur, s'il vous plaît, on ne peut pas avoir le même point de vue sur la pertinence de l'existence du Sénat. Je vous propose de rentrer dans un autre registre, celui du sport, précisément du football. Et vous le savez, l'élection à la présidence de la FIF, la Fédération ivoirienne de football, est prévue
pour le samedi 23 avril prochain à Yamoussoukro. 4 candidats ont été retenus, Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté et Didier Drogba, et un anonyme, excusez-moi de l'expression. Cependant, une enquête d'intégrité supervisée par la FIFA doit intervenir dans le processus, à en croire la présidente du comité de normalisation. La campagne électorale est ouverte depuis samedi. On fait le point avec Salif Yalekwe et on prend vos avis juste après. Ali ? Ils étaient au départ 6 à déposer leur candidature pour le fauteuil de la Maison de Verre. 4 dossiers jugés redevables. Au final, ce sont 3 candidatures qui ont été retenues par le comité de normalisation de la FIF pour la présidence de cette fêtière du football ivoirien. L'ancien vice-président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, l'ex-patron de la Ligue professionnelle Sori Diabaté et le paste sociétaire de Chelsea qui fut capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. L'annonce a été faite vendredi soir par Mariam Dao Gabala, la présidente du comité de normalisation, faisant office de commission électorale. Sur l'éligibilité de la liste de candidatures conduite par M. Kwaku Konan Laurent. Toutes les conditions d'éligibilité requises ont été satisfaites, à l'exception de celles relatives au parrainage. Ceux-ci ayant été donnés par 4 clubs n'ayant pas la qualité de membre actif. La liste conduite par M. Kwaku Konan Laurent est déclarée inéligible. Sur l'éligibilité de la liste de candidatures conduite par M. Idriss Yacine Diallo. Toutes les conditions d'éligibilité ci-dessus rappelées, à l'exception de la condition relative à l'intégrité, ont été satisfaites. En conséquence, la liste conduite par M. Idriss Yacine Diallo est déclarée éligible sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité. Sur l'éligibilité de la liste de candidatures conduite par M. Diabaté Sori. S'agissant du candidat tête de liste, l'examen du dossier a fait apparaître que le candidat Diabaté Sori remplit les conditions d'âge, de nationalité, de résidence et jouit de ses droits civils et civiques. En outre, toutes les conditions d'éligibilité ci-dessus rappelées, à l'exception de la condition relative à l'intégrité, ont été satisfaites. En conséquence, la liste conduite par M. Diabaté Sori est déclarée éligible sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité. Sur l'éligibilité de la liste de candidatures conduite par M. Didier Tebili Drogba, toutes les conditions d'éligibilité ci-dessus rappelées, à l'exception de la condition relative à l'intégrité, ont été satisfaites. En conséquence, la liste conduite par M. Didier Tebili Drogba est déclarée éligible sous réserve des résultats de l'enquête d'intégrité. La présidente du comité de normalisation précise par ailleurs qu'une enquête d'intégrité est en cours. Les candidats devraient s'engager à respecter son verdict qui pourrait intervenir après l'élection. Il est impossible de déroger à la condition tenant à l'enquête d'intégrité. Deuxièmement, pour éviter un dommage difficilement réparable, notamment le report des élections, la date du 23 avril 2023 est maintenue pour l'élection du président, des membres du comité exécutif de la FIF, du président, du vice-président et des membres de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Pour l'heure, les différents états-majors sont à la pêche des voix des électeurs, à savoir les présidents de clubs. Chacun y va de sa stratégie, en attendant l'Assemblée générale du samedi 23 avril prochain à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le samedi prochain, donc, on sera situé sur l'identité du futur président de la Fédération ivoirienne de football. Ça aurait été un long processus de près de 2 années marqué d'épisodes à rebondissement. Messieurs, alors ce soir, on parle essentiellement d'une clause. C'est une enquête d'intégrité post-élection. Pourquoi on ne ferait pas cette enquête avant d'identifier les candidats retenus? Landry Couillot. Pour le juriste que je suis, c'est choquant. Parce qu'à ce que j'entends, c'est une condition d'éligibilité. Puisque lorsqu'elle déclare une candidature valide, elle dit sous réserve. Comment une condition d'éligibilité peut être traitée après une élection? Quelle serait sa valeur si on découvre qu'après l'élection d'un président X, celui-ci, d'un point de vue de son intégrité, est mis à mal? C'est quoi la conséquence?
La conséquence, c'est que juridiquement parlant, on ne pourrait plus remettre en cause son élection puisque cette condition d'éligibilité a été mise sous réserve ou alors a été mise sous cloche, en réalité. L'incidence, ce serait simplement sur ses relations avec la FIFA et donc les différentes subventions, sa capacité à pouvoir manœuvrer. Mais pour ma part, c'est vrai que ça a été mal géré. C'était mal géré parce que déjà, même par ce que nous assistons, nous nous rendons compte qu'il y a un manque de sérieux dans le traitement même de cette élection. D'où vient le manque de sérieux? Le manque de sérieux, c'est qu'on ne peut pas dire votre candidature est valide, sauf qu'une condition d'éligibilité qui est fondamentale, parce que c'est une question de gouvernance, c'est une question aussi du crédit de la personne qui va porter l'institution, soit remise sous réserve. C'est du jamais vu. Pour ma part, c'est du jamais vu. D'accord, On ne Franck peut pas Stéphane. accepter ça. Oui, j'abonde dans le même sens que Landry. À l'écoute de Madame la Présidente du CONOR, elle dit « La candidature X est déclarée éligible sous réserve de l'enquête d'intégrité. » En français facile, ça veut dire « La candidature est éligible jusqu'à ce que l'enquête d'intégrité soit close. » Ça veut dire qu'on ne mentionne pas encore l'élection, parce que c'est un critère d'éligibilité. D'accord, donc, mais quand on écoute la fin du propos de la présidente du CONOR, elle dit la chose suivante, que le calendrier est difficilement modifiable en fonction de répercussions graves que cela pourrait avoir. Je pense qu'on a attendu 2 ans. Les écrits sur le site de la FIFA et dans certains organes de presse nous disent qu'en général, les enquêtes d'intégrité dites de la FIFA se conduisent sous une moyenne de 30 jours. Je pense que pour 2 ans, on peut se permettre d'attendre encore 30 jours, au risque de créer un précédent extrêmement grave, bien sûr, qui serait d'élire quelqu'un et que 15 jours après, on nous dise que cette personne-là est frappée par l'enquête d'intégrité. En ce moment-là, les dommages qu'on veut s'éviter maintenant, on les aura. On les aura parce qu'on aura. Ça veut dire qu'on va reprendre le processus. On risque de replonger dans notre crise. Exactement. Ou bien est-ce qu'on va sortir les résultats de l'élection en disant qu'on va prendre le deuxième alors que c'est inscrit nulle part. Donc je pense que... c'est une mauvaise jurisprudence. Là, j'ai confiance au chef de l'État, voilà, qui est très connecté. Peut-être qu'il pourra appeler Gianni. Il n'y peut rien. Non, vous savez que la politique ne peut pas se mêler. Attendez, terminez rapidement. Il n'y a pas d'immixtion. Il n'y a pas d'immixtion. La FIFA interdit l'immixtion de la politique dans le football en termes de directives. Oui. Par contre, les relations entre les États et la FIFA sont tout à fait maintenues. Il peut dire, pour sauvegarder la cohésion sociale, je vous invite à trouver une solution avant les élections. Il peut le dire directement à la FIFA, pas aux acteurs locaux. Très bien, on vous a bien compris. Bon, Alex Suleiman. Alors, franchement... je n'exclus pas aussi que ce soit reporté. D'accord. Non, il a fait un communiqué ce soir pour dire pas de report. Waouh. Alex, allez-y. Je dois avouer qu'au-delà des différents avis ici, c'est une situation qui m'insupporte personnellement. En tant que sportif et amoureux du football, comme tous ici à présent, des aficionados. Ancien joueur. Oui, et puis international junior ici, des Jeux et non des moindres. Des Jeux ivoiro-ghanéens, et puis les socios, qui sont les supporters, qui payent fort le prix de leur adhésion à leur club, et que des institutions suprêmes étatiques, dit-on, FIFA, CAF, s'ingèrent de la sorte dans l'évolution du football d'un pays de la dimension de la Côte d'Ivoire. Sous Fauboigny, aucun président de la FIFA, a fortiori de la CAF, n'aurait osé ce qu'ils ont osé. Et qu'au surplus, on a un président d'une carrure, d'une telle puissance internationale aujourd'hui, que je me suis surpris à chercher à comprendre comment est-ce que cette normalisation est-elle arrivée. Parce que il fallait bien réfléchir l'opacité dans laquelle la dame a été nommée. C'est moins sa personne que le processus qui a conduit à sa nomination. Et tout ce que ça a rythmé. Et qui, en définitive, pose le problème ici de leur propre intégrité. Il y a ce qu'on appelle en droit le renversement des principes. Comment voulez-vous qu'après que juste décider que telle personne est éligible, peut donc acter, engage toutes ses forces, ses moyens, et comme par bonheur pour lui, il est élu. Mais par quel mécanisme allez-vous revenir pour apporter la preuve
que cette personne-là, qui a été élue, hein, à la vérité, ne répondait pas aux critères. Mais c'est une faute grave qui se retourne contre vous-même. Et qui plus est, cette personnalité dans son pays n'a jamais fait l'objet d'une quelconque action de quelque nature que ce soit sur sa probité morale et intellectuelle. On parle d'intégrité, mais des pays chantent à que oui, ils sont intègres. Mais la réalité, hein, dans leur pays, dans leur vie quotidienne, en démontre le contraire. Et que l'intégrité dont il parle, Michel Platini et Seb Blatter sont encore devant le tribunal de la nation pour des soupçons, voire même des accusations, mais qui mettent à mal le fondement de ce que la FIFA ou la CAF avance. Et qu'au-delà, avant que je n'ai eu fini avec cette assertion, mais la Côte d'Ivoire est dans une posture qui aurait pu lui permettre d'avoir un des siens aujourd'hui, présent à la CAF. Mais que s'est-il passé? Ils ont battu en brèche les règles de la FIFA et de la CAF pour imposer quelqu'un. Quelle leçon veulent-ils nous faire? Quelle leçon? Arafé Ouakili, je rappelle que vous êtes à l'initiative d'une activité qui a vu une signature des candidats qui s'engagent dans une posture de non-violence jusqu'à la tenue de ces élections. Tous n'ont pas signé. Avec satisfaction. Oui, même ceux qui n'ont pas pu être présents adhèrent parce qu'ils disent qu'ils ne sont en guerre avec personne. Et c'est intéressant de le dire. Absolument. Moi, je veux noter qu'il y a deux choses. Il y a eu un formulaire d'intégrité qui a été rempli. Et puis, deuxième chose, Didier Drogba a pillon sur rue. Il ne rase pas les murs, il est connu. Comme Bamba Alex a dit, là, dans sa vie, dans son parcours, il y a quoi? Il y a quel point noir qui pourrait mettre en cause son intégrité? Idriss Diallo, il y a quoi? Ils sont connus tous. Depuis 3 ans, ils sont candidats. La FIFA n'a pas pu enquêter sur eux. C'est-à-dire, avant même qu'ils deviennent candidats, le fait que tu dis que tu veux être candidat, la FIFA doit avoir une fiche sur chacun. Exactement. Et puis établir, les profiler, dire ce qu'ils sont, et puis sortir à la minute T, à l'instant T, ce que chacun a fait. Les magouilles, ça doit être prêt pour une institution comme la FIFA. Ce n'est pas de l'amusement. En plus, un formulaire d'intégrité a été rempli, des questions ont été posées. Il s'agit peut-être de donner un cabinet à des enquêteurs spécialisés rapidement pour vérifier si ce qu'ils ont dit est exact sur les conflits d'intérêts, sur les sanctions, et puis l'intégrité au niveau de la FIFA, ça se considère en dehors des questions de la vie normale, des faits communs, de casier judiciaire, ça s'appréhende sous l'angle des lois des sports, le code d'éthique de la FIFA, le code de discipline. Donc il y a des éléments précis là-dessus sur lesquels les experts peuvent travailler. Et qui devaient précéder. Voilà. Et je pense D'accord. Alors, professeur Simplice Dion, est-ce que vous avez l'impression justement que cette clause est une épée de Damoclès qui plane sur la tête des candidats et qu'on pourra utiliser à tout moment pour invalider l'élection de l'un des leurs? C'est fort possible. C'est à ça qu'on peut penser. C'est pour ça qu'on ne comprend pas vraiment comment cette clause a pu être introduite. Vraiment. Mais mon sentiment, et je le rappelle encore, on nous montre la lune, on regarde le doigt. C'est quoi la lune ici Je crois qu'on nous montre une direction et nous regardons en dehors de cette direction. Professeur Simplice Dion, je vous sais... pas adepte de la langue de bois. C'est quoi la lune ici? C'est quoi cette fameuse direction qu'on nous montre et qu'on semble ne pas voir? Non, c'est une parabole. Oui, je comprends bien. Une fois, non, pour une fois, sa posture... mais c'est une parabole que pour une fois, en dépit de la rigueur intellectuelle qui est la sienne, il est déconfit devant l'incongruité. L'incongruité de la parce qu'il est inadmissible dans un pays comme le nôtre, où il y a tant d'intellectuels, qu'on veuille nous faire une telle leçon, où il y a des juristes ici. Est-ce qualité? Il me semble que cette clause vous... Moi, elle me supporte. D'accord. Parce que c'est une insulte à notre intelligence. Je suis juriste. Je ne peux pas accepter cela. Mais par quel mécanisme peuvent-ils revenir pour dire Ali a gagné une élection? Alors qu'il aurait fallu précéder que l'on jugeât ou cherchât à voir si oui ou non il avait des contentieux. L'engagement fort derrière lui, il gagne. Et puis après, on est venu lui opposer un argument fallacieux. Il n'était pas éligible. Au motif qu'il n'était pas éligible. La condition de la nationalité. C'est parce qu'il n'est pas sérieux. Est-ce qu'on peut laisser la cause est trop importante pour la condition de la nationalité? Merci de ne pas parler ensemble. La cause est trop importante que l'on lui imposa
un tel dictat et la Côte d'Ivoire ne peut pas accepter que son pays soit montré du doigt par la communauté internationale. Vous aviez fini? Oui, là, je vais terminer en disant que je pense qu'avant le 23 ou avant l'élection de la FIF, beaucoup de choses vont se passer. C'est ça. Il y aura des surprises, j'en suis convaincu. Surprise dans quel sens? Une idée peut-être? On ira dans le sens de la pacification. Ah, bonne nouvelle. Je pense. De la pacification. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un consensus. Un consensus. Un consensus. J'en suis convaincu. Tout d'un candidat naturel. Je salue votre optimisme. Je ne partage pas forcément. Voilà, tout à fait. D'accord. Franck, Stéphane Dédi, allez-y rapidement. Oui, n'oublions pas, je comprends que le doyen est insupporté par... tant d'incongruité, je dis. Voilà, par la FIFA qui se serait ingérée. N'oublions pas que la FIFA est affiliée, est une filiale, allons plus loin, est une filiale de la FIFA. Et dans le préambule des textes de la FIFA, cela est inscrit noir sur blanc. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense qu'on est tous d'accord ici, qu'on n'est pas en train de remettre en cause l'enquête d'intégrité. Non. Ce sur quoi on n'est pas très à l'aise, c'est le timing des résultats de cette enquête-là. C'est l'application de la clause. Voilà, qui pourrait intervenir après l'élection, en tout cas au dire de la présidente du comité de normalisation. Pour nous, on pense que ce serait bien que les résultats de cette enquête d'intégrité puissent sortir avant les élections. Voilà, par exemple, avant le 23, donc le 22 à minuit. Mais ça aurait même peut-être dû sortir avant la validation des candidatures. Oui, mais quelques jours après, il y a une enquête qui montre que finalement vous êtes... Allez, c'est exactement le fond du problème. Après, comme il a dit, les questions d'intégrité au niveau de la FIFA sortent du cadre habituel, du casier judiciaire et tout. Les petits cadeaux pendant qu'on fait la campagne ou pré-campagne et tout sont proscrits par la FIFA. Pour ça, il faut envoyer des gens d'une certaine stature pour pouvoir enquêter sur ces éléments-là. Alafé a dit quelque chose tout à l'heure avec laquelle je ne suis pas très à l'aise. Il dit, quand quelqu'un se déclare candidat, il faut mettre la batterie. Mais à minuit du deadline du dépôt des dossiers, il peut dire que je ne suis plus candidat. Donc on aura dépensé des efforts pour cette personne-là. Donc aujourd'hui, on ne sait pas sur quel pied danser parce qu'on ne sait pas le contenu des diligences qui sont mises en œuvre par rapport à cela. Mais je pense que ce sur quoi on peut s'accorder, c'est que les résultats devraient sortir avant l'élection. Sinon, on va rentrer dans un chaos, mais qui ne dirait pas son nom. D'accord, très bien. Détessément, le président mythique de la CAF, Aïssa Ayatou, qui a été également un président non moins mythique, qui a marqué de ses empreintes pendant près de 20 ans, la gestion du football africain, mais n'aurait jamais accepté ni admis que l'on arrivait à ce stade. Premièrement. Deuxièmement... Non, c'est pas... Non. Laissez-le terminer rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. Terminé. Parce que c'est trop gros comme piège pour que la Côte d'Ivoire, qui compte tant et tant d'adeptes du football, et qui dispose de tant de compétences en matière de football, je ne parle même pas de l'élite intellectuelle, admis une telle forfaiture. Parce que c'est rien d'autre qu'une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Une injure à la Côte d'Ivoire que nous ne pouvons accepter. Les trois frères qui sont là se connaissent très bien. J'étais membre du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football de 2002 jusqu'à ce que, en 2011, l'on passe à la main et que le frère Sidi Diallo remporta les élections. J'en connais le côté cour et le côté jardin, la cour, la basse-cour et l'arrière-cour. D'accord. Je sais comment est-ce que les choses se passent et je ne saurais apprécier que c'est moins une question de personne. Celui qui gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui aura gagné. Absolument. Alors, monsieur, s'il vous plaît, oui, bien sûr, je vous donne la parole tout de suite. Donnez-moi juste quelques secondes pour entendre le point de vue d'Ibrahim qui nous appelle de Boisflé. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Quel est votre point de vue, rapidement? Bon, moi, mon point de vue, la FIFA, en tout cas, la FIFA propose un candidat en privé, mais ne veut pas montrer. Parce que si, une fois que le candidat que la FIFA fixe en privé, si la personne n'est pas gagnée, lui qui gagne, on vient nous dire que non, il n'était pas limité. C'est ça la FIFA veut faire. D'accord. C'est la FIFA qui gère le football dans le monde entier. Comment pas, c'est le 23.
On vient nous dire non, cette personne devait rentrer. En privé, c'est que la FIFA doit nous montrer d'abord avant qu'on va faire qu'on appelle élection. Normalement, c'est comme ça. Parce que c'est un candidat, il propose en privé, il ne veut pas montrer à tout le monde. Si le candidat ne gagne pas, lui qui gagne, on vient nous dire que non, la personne n'est pas l'éligibilité. D'accord. Merci à vous, Monsieur Ibrahim, de nous avoir appelés depuis Boisflé. Messieurs, nous sommes au terme de cette émission. Je vous donne quand même 15 secondes rapidement. Aristide, allez-y. Oui, j'avais déjà dit sur ce plateau, lors d'une émission, que la normalisation, généralement, ne réussit pas dans les pays africains. Et derrière le piège qu'il y a dans cette clause-là, c'est de prolonger la normalisation bien après. Parce que si il arrive qu'un candidat est élu et qu'on vient le dessaisir sa victoire par une clause d'intégrité, ça va créer un chaos de sorte qu'on va dire, bon, comme il y a des problèmes, on continue avec la normalisation. Donc, on a vu ça ailleurs. Il faut véritablement que les résultats, comme a dit Franck, sortent avant le 23. D'accord. S'il n'y a pas de résultats avant le 23, il faut purement et simplement que la FIFA et le comité de normalisation abandonnent cette clause-là, considèrent qu'ils n'ont pas pu, mais qu'on tienne compte des résultats qui sortent des urnes le 23, tout simplement, pour ne pas avoir le chaos. D'accord. Messieurs, dans cette émission, on attribue des cartons, qu'ils soient jaunes, rouges ou verts. Ce sera juste après ceci. Alors, évidemment, on va commencer avec ce sujet sur cette clause qui a tant fait jaser ça et là. Si vous devriez attribuer un carton, ce serait lequel, Landry Couillot? Non, c'est la clause dont son contenu sémantique, il n'y a aucun problème. Bien au contraire, il est heureux qu'on ait une pareille clause. C'est dans son application qu'il y a un problème. Oui, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Je dis carton rouge. Carton rouge parce que l'application est plus que maladroite. Sauf s'il y a une arrière-pensée par derrière, comme l'a décrit. D'accord. Est-ce que vous avez un autre carton attribué avec... Mais carton vert au Premier ministre, ou à l'ancien Premier ministre Patrick Achi, carton vert pour un an de travail magnifique. On lui prêtait un échec déjà. C'était difficile dès le départ, mais il a prouvé qu'il était capable de pouvoir être un véritable chef d'équipe, un véritable leader politique. Il a satisfait les Ivoiriens. On en est heureux. Les uns et les autres même souhaiteraient qu'il soit là où promu à un poste beaucoup plus important. C'est quelqu'un qui a été révélé par le président de la République dans toute sa dimension. Et il faut espérer que s'il y a un successeur, celui-ci nous fasse d'agréables surprises. D'accord. Franck-Stéphane Dedi, vos cartons? Carton jaune pour le comité de normalisation avec la FIFA et la CAF pour les avertir afin qu'ils nous sortent les résultats de l'enquête d'intégrité avant le 23, sinon qu'ils s'imposent en reportant la date pour qu'on ait ces résultats-là afin que ceux qui doivent être candidats le soient. Je n'aurai pas de carton rouge aujourd'hui. Je donnerai un carton vert au PPACI qui a fait une véritable démonstration de force dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et qui continue son maillage territorial. Également, le processus d'élection au niveau du PPACI par rapport au congrès de la Ligue des jeunes et de la Ligue des femmes, processus tout à fait transparent. Quand il y a des bisbilles, ils sont présentés sur la place publique. Et aujourd'hui, on aura bientôt l'élection de la Ligue des femmes. Et voilà, je donne un carton vert à Fleur Esther Akeumbo, qui est l'une des candidates. Et au niveau de la Ligue des jeunes, le candidat Wilfried Beckett, qui a tout mon soutien. D'accord. Et puis finalement, voilà un carton vert à notre icône Didier Drogba, qui est candidat à l'élection de la FIF. Je lui apporte tout mon soutien et je pense que tous les Ivoiriens, en tout cas dans leur grande majorité, parce que c'est nous qui remplissons les stades et qui faisons vivre le football en Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à l'accompagner une fois qu'il sera élu. Très bien. Aristide? Carton rouge pour cette clause qui intervient après. Il faut véritablement, comme a dit Franck, que ça se passe avant. Il faut un carton rouge, que ça n'ait pas lieu. Carton vert pour le président de la République, parce qu'il a une élégance managériale exceptionnelle. Quand on se rappelle qu'à son accession à la magistrature suprême, il récupère un pays exsangue, quand on fait avec l'un des concepts d'Yves Lacoste, la diatopie, quand vous proposez les cartes de 2011 à aujourd'hui, vous voyez les progrès qui ont été réalisés. Et sur le plan politique, son approche est phénoménale. D'accord. À la fin? Je voudrais donner carton vert à tous les candidats à l'élection à la Fédération ivoirienne de football pour leur esprit fair play, et notamment ceux qui ont signé la charte et tous les autres qui s'engagent à le faire.
Également, carton vert au gouvernement, en particulier au Premier ministre, pour le résultat réalisé et abattu. Et puis un carton rouge, comme d'autres, par rapport à cette enquête d'intégrité. C'est comme si quelqu'un avait 34 ans, on dit les candidats sous réserve d'avoir 35 ans, ou on n'a pas pu vérifier s'il est ivoirien, on dit les candidats sous réserve de vérifier sa nationalité ivoirienne, alors que l'intégrité fait partie. Donc, carton rouge pour ça. D'accord. Professeur Dion? J'aurais un seul carton. Un grand bravo au Premier ministre Hachi Patrick pour l'ensemble de son œuvre. Parce qu'il a eu un parcours fulgurant. C'est un homme d'État. Il travaille. Un grand technocrate. C'est un digne fils de la Côte d'Ivoire. Et il y a des moments où il faut dire merci à des gens qui ont fait le boulot. Très bien. Bravo. Alex Suleiman, on termine avec vous. Oui, moi, je voudrais, franchement, dans le contexte marqué qui est le nôtre, par l'extrême tension qui habite les supporters, les aficionados, les amoureux du football, ainsi que les socios, les supporters qui payent vraiment à la fois la sueur de leur front. Tous les tickets se battent pour aller apporter le dynamisme, l'engagement, la force à leur équipe. J'adresse un carton rouge à la fois à la normalisation et à la FIFA CAF, parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays. Ils ont échoué dans leur démarche. Il faut qu'ils reprennent tout le processus, parce qu'on ne peut pas admettre qu'il y ait un tel renversement des principes en droit. Alors je voudrais donc décerner un carton vert au président de la République et à son gouvernement pour l'action ô combien importante menée en faveur des Ivoiriens, et notamment pour le leadership du président par rapport à beaucoup de situations dont il a su faire, j'allais dire, montre de ses qualités à la fois morales, techniques, scientifiques et politiques pour placer la Côte d'Ivoire sous les lampions, pour qu'il brille comme du temps du président Houphouët-Boigny. Et puis bon, pour conclure, j'allais dire, vive le sport, parce que ceux qui sont là, qui veulent être candidats, sont nos frères, sont les Ivoiriens. Que le meilleur gagne demain, après qu'on ait corrigé ce renversement des principes en droit. Très bien. Merci à vous, monsieur Carton Vert, à tous nos invités, à toutes ces personnes, ces consultants qui nous font l'honneur de leur présence sur ce plateau pour analyser et décrypter l'actualité chaque fois que le besoin se fait sentir. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Carton vert également à nos internautes et téléspectateurs qui sont toujours aussi fidèles à cette émission. Je rappelle que le mardi, sur le coup de 10h, Evelyne Débat sera en direct avec nos invités pour retransmettre évidemment cette adresse du président de la République qui fera l'état de la nation face au Congrès. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci beaucoup.